Tu fais quoi? Tu prépares tes textes? Non, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment important cette fois. Comme l'homme le plus riche du monde, je vais léguer la moitié de ma fortune à des œuvres caritatives, figure-toi. Mais, mais t'es riche, toi? Non, Mais c'est que des dettes, ça. Ouais, je vais léguer la moitié de mes dettes à la Grèce. Je me dis que de toute façon, ils sont plus à ça près. Bienvenue à Citric, l'émission satirique. Lucas, le présentateur officiel, n'est pas là aujourd'hui, mais même sans lui, le format ne change pas. On commence par les brèves. Oui, on a gagné! Sous l'égide de l'EPFL, le 28 janvier 2013, la Suisse romande et fédérale a remporté un concours administrativo-scientifique qui redonne à notre blason le doré de la toison de Jason. Les moutons noirs, faut dire, ça faisait tache d'huile au milieu du vieux continent. Mais un prix européen pour le Human Brain Project, c'est nettement plus prestigieusement correct. Avec les 1 milliard de l'UE distribués sur 10 ans, on va se faire péter les méninges, c'est sûr. Mon esprit critique, cependant, me pousse à cracher dans la soupe du polytechnique succès. Plutôt qu'1 milliard pour étudier le cerveau des riches occidentaux, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû donner 1 milliard pour les énergies renouvelables, ou alors pour un projet contre les famines ou la sécheresse? Ah, mais je suis bête. Je pars du postulat, erroné évidemment, que l'Union européenne est altruiste. Oh là là, des fois mon cerveau tourne à l'envers. 3 individus ont été interceptés par les gardes-frontières genevois après un braquage à Perly. Après des mois passés à lire que les gardes-frontières ne font rien, que la police genevoise est inutile face à ces braquages à répétition, on a droit à un bel article dans la Tribune de Genève. Tous les médisants qui raillaient sans cesse sur l'inutilité des portiers helvètes les félicitent. Honneur, gloire et médiatisation. Or, malgré tout, celui qui devrait avant tout être félicité, c'est le sympathique Chêne qui s'est interposé de son corps afin de mettre fin à la course-poursuite. Parce que arrêter 3 mecs sur 5 dans une voiture arrêtée, réussir à avoir 2 blessés alors qu'ils n'ont fait que casser les vitres, les douaniers sont pas non plus des super-héros. Mais beau travail. Pendant la semaine du 21 janvier, la liaison EasyJet Liverpool-Genève a eu quelques problèmes. L'avion était trop lourd de 300 kg et du coup, il n'a pas pu décoller. Un problème de poids qui a dû gonfler lourdement les passagers. La compagnie explique qu'il y avait un excédent de bagages. Jusque-là, on peut comprendre. Mais aussi une trop grande concentration d'hommes, 135 mâles pour 19 femelles. Ça, c'est un petit peu plus difficile à avaler comme excuse. À moins que ce ne soient tous des sumos ou une équipe de football américain ou encore des hommes en surcharge pondérale après les gueuletons de Noël. Toujours est-il que la compagnie a demandé à 4 passagers de quitter l'appareil en échange d'une compensation financière que les concernés ont évidemment trouvée un peu trop légère. Du coup, les autres passagers se sont cotisés pour que les 4 désignés volontaires acceptent de prendre l'avion suivant. Tant de dévotion, il n'y a pas à dire, ça émeut. Bon, aujourd'hui je vous fais une petite devinette valaisanne. Par contre, je vous préviens, ça n'a aucun, mais vraiment aucun lien avec les élections au Conseil d'État valaisan du 3 mars 2013. Alors, il y a 3 chrétiens, un vert, une communiste, un libéral et un mec avec une queue de cheval ridicule. Les 5 sont en train de ramer sur un bateau perdu au milieu d'un lac de montagne. Le bateau s'échoue contre la montagne et la montagne est tellement mitée par la mauvaise foi qu'elle s'effondre sur l'équipage du bateau. La question est la suivante. Qui survit au naufrage? Une réponse? Un volontaire? Non, personne? Bon, je donne la réponse alors. Personne. Suivez mon raisonnement. Les 3 chrétiens
prient pour leur salut et se font écraser par un gros boulet athée. Le ver n'essaye pas de survivre, il plonge la tête sous l'eau en se disant que sa carcasse fera un bon repas pour les poissons. Le libéral essaie de choper une pierre en pensant qu'elle pourrait avoir de la valeur et il se fait écraser comme une crotte de chevreuil. La queue de cheval, elle, essaie de convaincre un gros roc que les étrangers c'est des démons dont la morale est aussi noire qu'un gouffre sans fond. Sur ce, le roc se marre et s'écrase véhémentement sur le donneur de leçons. Et enfin, la communiste se dit que si tout le monde meurt, par solidarité, et comme c'est une femme, elle a le devoir de mourir aussi. Après tout, on verra si les dieux de la montagne décident d'en épargner un le 3 mars. En Suisse, les studios de tatouage poussent plus vite que les champignons. D'ailleurs, leurs encres sont parfois presque aussi toxiques que certaines moisissures fongiques, du genre les rouges à pois blancs. Il y aurait des encres qui contiennent des produits cancérigènes, du cadmium ou bien encore du mercure. Vous savez, le mercure, c'est le métal dont on sait déjà pas quoi faire dans les piles, alors dans le corps. 26 encres ont été testées dans le canton de Bâle et le 29 janvier, les résultats sont sortis. 22 encres, soit 85% des produits, sont considérés comme nocives. Finalement, la moitié des colorants utilisés en salon étaient interdits. Je suis sûre que maintenant vous n'allez plus regarder le « Je t'aime maman » tatoué sur votre bras de la même façon. En même temps, fallait s'en douter, c'est pas nouveau, déjà sous Louis XIV, Madame de Montespan avait du carbonate de plomb dans son maquillage. Mais c'est vrai, on aurait pu penser qu'avec le temps, à défaut de se le tartiner sur la figure, on aurait pris un peu plus de plomb dans la tête. Tout à fait, Madame la Comtesse. Quelle anecdote. Même Stéphane Bern ne la connaissait pas, celle-là. Allez, on passe à la suite. On nous a annoncé récemment une augmentation phénoménale du nombre de touristes dans le monde. On aurait même franchi la barre symbolique du milliard de touristes. C'est extraordinaire. Pour en parler, nous avons demandé à notre propre touriste, Ted, qui est accessoirement aussi notre envoyé spécial. Bonjour Ted. Oui Lucas, je me trouve actuellement à côté de vous. Désolé, c'est l'habitude quoi. Moi c'est pas Lucas. Bon, passons. Alors Ted, expliquez-nous un petit peu. 1 milliard de touristes en un an, c'est énorme, non? Non, finalement pas tant que ça. Il faut savoir qu'on est quand même 7 milliards sur ce vieux rocher, alors qu'une seule personne sur 7 se permette de faire du tourisme, moi ça me paraît quand même assez peu. D'un autre côté, dès fin 2011, en Italie, on attendait entre 200 et 300 000 nouveaux touristes, principalement venus de Libye. Ted, vous nous parlez de quoi là? Les réfugiés libyens. Faut bien les compter quelque part, ces pauvres gens. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, a choisi la catégorie tourisme. Je sais, c'est pas joli, mais bon, prendre en compte les touristes fiscaux qui ont quitté la France après l'élection de François Hollande, c'est pas top non plus. Vous êtes sûr qu'ils ont compté comme ça? Oui, vous savez, niveau tourisme, moi, je me pose là. Bon, pour en revenir à votre question, Lucas, il y a d'autres facteurs qui nous permettent d'évaluer ce phénomène d'augmentation touristique. La croissance de la population humaine, tout simplement. Avec chaque année plus de 1% d'habitants en plus sur le caillou. C'est clair que ça fait du monde à balader. Et puis les pays émergents qui émergent voient des aéroports un peu s'installer comme ça. EasyJet qui ne cesse de multiplier ses destinations et qui voit son nombre de passagers décoller. Ça aide. Oui, c'est pas idiot ce que vous dites la tête pour une fois. Mais où vont tous ces gens alors? Suisse Tourisme n'arrête pas de se plaindre que les nuitées baissent, que le tourisme suisse va mal, etc. etc. On comprend plus, nous. Ça, tu m'étonnes. T'as déjà essayé d'aller passer une semaine à Verbier si t'as pas le chalet d'un ami? Mon bonhomme, évidemment qu'ils vont ailleurs. Je suis bluffé là. Vos analyses sont vraiment pertinentes. Waouh. Merci Ted, et à bientôt, quelque part autour du globe. Si on a fini, moi je vais prendre l'apéro. Salut. En instant, j'avais cru un miracle, mais c'est vrai que niveau touriste, il se pose là notre petit Ted.
Allez, sans transition, mais avec une transition quand même, passons la parole à Alizée qui a les crocs et qui va donc se faire un petit Nestlé. Nestlé, c'est fort en chocolat. Pas sûr, mais en tout cas, c'est fort en coup fourré. Après ses céréales, ses chocolats et autres, la multinationale se lance dans l'espionnage. Mais malheureusement, elle n'est pas vraiment discrète. Ces super agents secrets ne sont visiblement que des James Bond de pacotille. Tout a commencé en 2003, après une manifestation devant le siège de Nestlé à Vevey, dans le canton de Vaud. Se sentant menacée par la colère qui grondait devant ses murs, l'entreprise a décidé de faire un geste, ou plutôt de gesticuler. Probablement inspirée par le superbe 007 britannique, elle a chargé Securitas d'infiltrer la section locale d'attaque qui préparait justement un livre nommé « Attaque contre l'Empire Nestlé » sur le non-respect du droit des employés au sein de l'entreprise. La taupe, dont le nom d'emprunt est Sarah Mellan, joue l'employé effacé, timide, sympathique et participe aux réunions secrètes des 7 auteurs du livre d'attaque qui sort en 2004. Après avoir infiltré ce petit comité, elle retransmet la totalité des renseignements à ses véritables chefs de Securitas. Un bon moyen pour avoir, en plus d'une double identité, une double paye. La combine est démasquée et révélée en 2008 par la télévision suisse romande. En août de la même année, Attaque dépose plainte et l'espionne, démasquée comme détective amateur, avoue sans même avoir besoin de se faire torturer. Mais la justice du canton de Vaud étouffe l'affaire. Le juge d'instruction, peut-être un fan des chocs à pic qui ne veut pas perdre ses bons points chez Nestlé, accepte les déclarations de M, ou en l'occurrence de GM, le supérieur de Sarah chez Securitas. Un nouveau procès a lieu en janvier 2012. Cette fois, Nestlé et Securitas sont coupables et doivent verser 3 000 francs aux 7 auteurs. Ils auraient mieux fait d'attendre la sortie du livre pour savoir ce qu'il y avait dedans. Ça leur aurait coûté quand même moins cher. Et en plus, non-respect du droit de ses employés, espionnage de ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues en piétinant les droits démocratiques de liberté, d'expression et de réunion. Y a pas à dire. Chez Nestlé, c'est bon la vie. Faut dire qu'avec le chocolat, tout va. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est les autorités de la commune de Kersat, à Berne. Arnaud va nous en parler tout de suite dans le Focus. Kersat, c'est une petite commune dans la banlieue de Berne. Petite par la taille, mais faut le dire, petite aussi par son intelligence législative et son manque de discernement. Car à Kersat, les autorités ont décidé d'instaurer un couvre-feu pour empêcher les jeunes de moins de 16 ans de se trouver dehors après 22 heures. Ça, c'est ok, ça nous paraît tout à fait normal, et ça l'est. C'est une question de responsabilité. Les jeunes, ça doit étudier ou dormir à ces heures-là, pas détruire les biens publics. Le problème, c'est que les autorités ont ancré cette mesure dans une loi et insistent sur le fait que seuls les jeunes qui se comportent mal seront affectés par le couvre-feu. La maire l'a même affirmé devant les médias. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, tout simplement que la loi ne s'appliquera pas de la même manière à tout le monde. Il y aura d'un côté ceux qui sont perçus comme se comportant bien et ceux qui sont perçus comme se comportant mal. En gros, les gars à Ersatz, ils ont créé une injustice de toutes pièces. C'est quand même une aberration légale, mais c'est surtout une idiotie éthique. Et en plus, c'est assumé par l'autorité ultime de la commune, la maire. Bon, elle est du parti libéral radical, alors c'est clair que les lois, elle n'a pas l'habitude. Mais quand même, faut pas exagérer. Elle aurait pu se renseigner sur le fait que dans un état de droit, on doit appliquer une loi à tout le monde de la même façon. Sinon, ça revient à ériger le copinage en loi suprême. Ça peut marcher en Valais, ça, mais pas à Kersat dans le canton de Berne, si près de la capitale. Décidément, les politiques n'ont pas fini de nous faire rire. Ou pleurer. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission Citrique. Pour vous remercier de l'avoir regardé en entier, eh ben, on a une petite surprise, on va vous montrer une partie intime de notre corps. Voilà. N'oubliez pas de nous partager sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.